Merci, chers collègues, chère Marie-Claire, pour cet exposé. Effectivement, le comparatiste apparaît non seulement comme le géographe des sciences juridiques après ton exposé, mais également, on pourrait dire, l'explorateur, puisque c'est celui qui s'avance avec des vieilles cartes et essaye de trouver les nouvelles, ou les traces pour les nouvelles. Je vais donner tout de suite la parole à notre collègue Denis Rétaillé, professeur de géographie à l'université Bordeaux-Montaigne, qui va nous parler, sous la forme d'une question non rhétorique, je crois, vous avez dit frontière. Oui, merci Monsieur le Président, merci Stéphane et Florence d'avoir organisé ou provoqué cette rencontre entre géographes et juristes, constitutionnalistes. Il m'apparaît évident, il apparaîtra évident, j'imagine, au fur et à mesure de la séance ou de ces journées, que cette rencontre était bienvenue. Peut-être avez-vous la même impression que moi. Les échos remplissent la salle entre géographes et constitutionnalistes ou juristes de manière plus générale. Nous ne faisons pas qu'utiliser les mêmes mots. Probablement aussi avons-nous les mêmes problèmes. Et Marie-Claire vient d'évoquer qu'au plan méthodologique, au moins, et au-delà encore, nous sommes placés devant les mêmes difficultés finalement, et tant mieux, puisque nous aurons encore un peu de travail dans les années à venir. Les plus jeunes auront encore un peu de travail dans les années à venir. Alors, d'abord, je vous prie de m'excuser. Je m'échapperai très très vite après cet exposé pour des raisons universitaires, alors que j'aurais bien voulu participer et contribuer à ce débat qui se poursuivra. Je suis doublement désolé parce que ce que je vais vous dire ne vous apprendra rien, mais vraiment rien du tout. Sinon une chose, au plan factuel, je veux dire. Sinon une chose, c'est que entre ce que nous savons et ce que nous croyons l'emporte toujours sur ce que nous savons. Et singulièrement en géographie. Autrement dit, si j'avais été un peu prudent dans la proposition de titre envoyée à Stéphane et Florence, ou Florence et Stéphane, je ne sais plus auquel des deux je l'ai envoyé finalement, si j'avais été un peu prudent dans ce titre, c'est que dessous, avec un point d'exclamation, c'est le mot fiction qui est arrivé. Et fiction, une fiction qui me hante, à vrai dire, Jacques me regarde avec... Bon, tu répondras à ma place pendant le débat. Qui me hante depuis pas tout à fait 40 ans, mais pas loin de 40 ans, et à cause de ce que vous avez sous les yeux à l'écran. C'est là qu'il y a 2 ans, avec Jacques, nous aurions dû aller filmer en place un exposé sur la nature du lieu. Voilà un lieu. Pourtant, il n'y a rien ou presque rien. Mais il y a dans ce lieu le monde entier. Cette photographie, qui est ancienne, elle date d'octobre 1981, saisit, dans l'instant, la rencontre entre un intermédiaire de marché, le personnage qui est à gauche, c'est un commerçant Haoussa du Nigeria, un marchand d'armes, avec 2 dromadaires, mais sans armes, les armes sont quelque part dans le désert, qui est libyen, mais qui transporte des armes provenant d'Europe de l'Est, pour alimenter un groupe de rebelles, on dira, tchadiens, le personnage qui est à droite, qui vient faire son marché, c'est la guerre civile au Tchad. Mais nous sommes au Niger. Il y a là un concentré de monde à un moment où on ne parlait pas de mondialisation. Il y a là rien, pourtant il y a tout. Le fait que se croisent, dans cette circonstance très particulière, des trajets variés, produisent le lieu, de mon point de vue. Un lieu qui disparaîtra après que le marché aura été conclu, pour se reproduire ailleurs. Vous aurez remarqué que ces personnages ont traversé bien des frontières, que les produits qu'ils échangent ont eux aussi traversé bien des frontières, mais nous savons bien que les produits, que des migrants, que des commerçants traversent les frontières depuis toujours. Et pourtant, nous croyons quand même, très fort, que les frontières existent. Alors, merci Marie-Claire d'avoir fait autant d'appels aux géographes. Je ne sais pas si j'y répondrai de manière convenable, mais quand même, autour de frontières, du mot même frontière,
remarquez bien que nous ne disposons, au moins en français, que d'un mot pour dire des choses qui sont quand même très très différentes. Commençons par, et vous y faisiez allusion, Marie-Claire, boundary en anglais. C'est ce qui lie. C'est une frontière qui regarde vers l'intérieur, en quelque sorte. Très différente de border, qui est une frontière regardant vers l'extérieur, et l'autre, qui suppose qu'il y a un autre, et pas seulement un à l'intérieur. Et puis, ce fameux mot frontier, en anglais, qui désigne une frontière vue de l'intérieur, mais totalement ouverte vers l'extérieur. Et je me demande alors, pour répondre à la question qui sera récurrente de l'existence possible ou non d'un droit mondial, au-delà du droit international, je me pose donc la question et je vous propose une hypothèse, la frontière ou la limite plus exactement à laquelle nous avons affaire dans le monde dit global, c'est l'horizon. Et l'horizon, par définition, ça n'a pas de bord. Il est toujours fuyant. D'autant plus fuyant que les mobilités sont amplifiées. Et je crois que si il y a résistance ou réticence à parler d'un droit mondial, c'est du fait que nous avons tout de même beaucoup de difficultés à prendre en charge, prendre au sérieux la mobilité, tout simplement. Sinon, en la contrôlant, en la cernant, en l'enfermant. C'est autour de cette question que je me propose de... Oui, je vais vous donner un peu de lecture. Que je me propose d'apporter le regard du géographe en dialogue avec le juriste constitutionnaliste. Il y a quelques mois, enfin, en réponse à une question d'il y a quelques années, Jacques Ancore avait convoqué un certain nombre de amis collègues pour répondre à une question. Avec quoi n'êtes-vous pas d'accord? Il sait bien, c'est avec le territoire, ou plus exactement, le texte est maintenant publié, ça devait faire 3 pages, il en fait 4. Mais le texte est publié sur espacetemps.net désormais, et ce texte s'intitule « Contre la ritournelle du territoire devenue monolangue ». Vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde utilise ce mot territoire dans des sens qui sont extrêmement variés, mais l'usage d'un seul mot rend bien commode un faux dialogue. Le territoire est peut-être le territoire administratif, politique, éventuellement juridique. J'ai envie d'appeler ça une circonscription, franchement. Le territoire peut être de nature anthropologique et porteur d'identité. Le territoire peut être tout simplement un argument politicien lorsqu'il s'agit de mobiliser, de justifier une mobilisation autour d'une élection, lorsque le territoire est, je dirais, anthropomorphisé, permet d'éviter de parler de société. Le territoire se développe, le territoire va vaincre, le territoire a perdu. Qui est ce territoire? Alors derrière le territoire, évidemment, pour ce qui nous intéresse, dans cette géographie, discipline maniaque du découpage, et en relation avec les constitutionnalistes ou les juristes, et je pense que même le droit administratif et pas seulement le droit constitutionnel sont concernés dans la matière, une fiction est entretenue. Et elle est bien résumée dans cet extrait du contrat social. J'ai souligné quelques mots qui sont évidents. On conçoit comment les terres, il y a un attachement à la terre évidemment, il faudra discuter sans doute du terrain de Montesquieu et de l'espace. Les terres des particuliers réunis et contiguës, métrique topographique comme on dit dans le jargon des géographes, deviennent le territoire public et comment le droit de souveraineté, j'ai besoin d'explications de texte après ce que j'ai entendu hier, s'étendant des sujets au terrain qu'ils occupent, devient à la fois réel et personnel. Je passe vers la dernière phrase. Ceux d'aujourd'hui, donc les monarques, s'appellent plus habilement rois de France, d'Espagne, d'Angleterre, plutôt que rois des Français, etc. Quoique, de temps en temps, il arrive que la terminologie s'adapte.
cette conception topographique du territoire, évidemment, elle est la résultante des grands principes qui ont présidé à la solution apportée aux guerres de religion en Europe, après la guerre de 30 ans, lorsque, par les traités de Westphalie, et de manière fictive, à ce moment-là en tout cas, qui n'est pas encore devenu réalité, est inventé l'État moderne sur la base de ces 3 piliers, un souverain, un territoire, continu et bordé, et tout ça chapeauté par le politique. D'ailleurs, je devrais dire, j'imagine, dans l'autre sens, l'ordre de ces piliers, primauté du politique, territoire et unité quasi anthropologique, couverte à la fois par le politique, le souverain, et enserrée par le territoire. Bon, cette invention-là, finalement, et en Europe au moins, puis ensuite par transfert ailleurs dans le monde, cette idée-là, il a fallu la réaliser. Et on peut dire qu'elle s'est effectivement réalisée. Vous avez sur l'écran ici un extrait, une planche du livre remarquable de Daniel Nordman, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Frontières de France, publié en 1998, et montrant comment, en 1661, après une guerre courte entre la France de Louis XIV et la Lorraine, ce traité attribue à la France quelques portions d'espace, avec tout de même l'idée que j'ai des problèmes universitaires à régler. Mon membre du jury HDR est bloqué à l'aéroport de Paris. Bon, on verra. Réaliser donc l'idée, ça suppose d'aboutir à cette continuité du territoire par la contiguïté des terres. Hier, Michel Figeac évoquait le ressort du Parlement de Bordeaux pour rappeler comment l'Aquitaine nouvelle, ou bien la grande région sud-ouest atlantique, reconstituée quasiment ce ressort. Bien, en 1661, il s'agit bien de regrouper des ressorts pour fabriquer du territoire dans une logique de remplissage, et c'est ce que vous observez ici lorsque, dans la négociation de ce traité de Vincennes, les tâches lorraines dans ce qui pourrait être la France sont progressivement grignotées, mais elles sont grignotées sans carte. Ce traité a été établi, dessiné, sans carte. On voit donc la trace de quelque chose qui relève plus de l'intuition topographique, lorsque, pour constituer du territoire continu ou contigu, finalement, sont des routes et non pas des surfaces qui sont suivies ou repérées. Cela signifie-t-il que cette route est frontière ? La frontière linéaire n'existe pas encore. La frontière de Vauban, ce sont des places fortes. Et entre les places fortes, qu'est-ce qu'il y a ? Tous les passages voulus pour passer de part et d'autre. Il est assez significatif d'observer que Colbert, à ce moment-là, commence à penser, on ne va pas faire un cours d'histoire géographique avec Colbert, mais commence à penser le territoire comme une ressource et réclame alors à l'Académie de lancer un grand concours pour établir la carte de la France. C'est le premier des Cassini, le premier sur 4, Jean-Dominique, qui a gagné ce concours et qui débute alors son œuvre, ou l'œuvre de sa lignée. Il y aura 2 parties, après cette introduction, 2 parties dans mon exposé, une partie pour montrer comment penser la frontière relève d'un jeu de cartes et d'une croyance dans ce que la carte est le territoire, justement, à l'inverse de ce que vous proposiez, Marie-Claire. Mais je voudrais ensuite, et à travers un exemple dont vous avez compris qu'il nous transportera principalement au Sahara et au Sahel, dans une deuxième partie, je voudrais vous montrer
comment il y a du jeu dans les cartes. Non seulement parce que les frontières sont mobiles, mais parce que, oui, à chaque fois qu'une frontière est tracée, c'est comme la première fois. Nous croyons toujours qu'elle est définitive, alors qu'elle est forcément provisoire. Bien. Donc commençons par ce jeu de cartes et ce lien très fort qui peut exister, que nous pouvons mettre en évidence, entre l'invention de l'État moderne, l'État westphalien, comme disent les politistes, et la cartographie moderne. Ce n'est pas tout à fait par hasard que ces deux mouvements se produisent en même temps. Et justement, sur la base de la représentation, je dirais plus sur la base de l'icône que représente la carte du territoire. Effectivement, et là je reprends une formule d'un grand historien médiéviste suisse, la seule chose que nous sachions, c'est que la distance sépare. Pour fabriquer de l'espace, il faut régler cette distance. Mettre à distance, rapprocher, et ça n'a pas seulement à voir avec la topographie. Ça a à voir aussi avec la projection, ça a à voir avec l'imagination, ça a à voir avec l'affect, les envies, ou son contraire, ou leur contraire. Et évidemment, cette constellation de points qui constitue, je dis points en allant un peu vite, cette constellation de points qui constitue notre univers, bien, il faut la stabiliser, la réunir en un seul ensemble. Autrement dit, passer de points multiples à un seul. À ce titre-là, nous dirons que le territoire est un lieu, par l'unité forte qu'il constitue. Voilà à l'écran deux exemples de la manière de fabriquer du territoire à travers sa représentation cartographique. Donc, à gauche, la carte provisoire de Cassini, Cassini le IIIe, qui a achevé la base de la triangulation du territoire français, à partir de quoi il sera possible de cartographier l'intégralité du territoire. Vous remarquerez au passage qu'on n'est pas encore très sûr de ce que doit être la frontière du Nord-Est. Le Rhin, c'est un peu plus net, mais dans les montagnes, on verra plus tard. Puis, à peu près en même temps, le premier géographe du roi, qui s'appelle Philippe Buache, géographe attaché au service de Louis XVI, pour finir, invente une manière de découper qui serait incontestable. Les bassins hydrographiques sont à la base des régions que Sophie de Ruffray nous présentait hier. Incontestable parce que inscrite là, avant même toute décision ou tout arbitrage. Et dans ce découpage par les bassins hydrographiques, la limite, évidemment, c'est la limite des bassins versants, comme on dit dans notre jargon, mais aussi un espace régional, entre guillemets, qui est constitué sur la base d'un lien, le fleuve, la ligne, encore une fois. Ce principe-là n'est pas seulement appliqué à la France, il est appliqué au monde entier. Il tente une carte du monde entier sur la base des grands bassins hydrographiques. Vous noterez au passage, c'est pour s'amuser, que si la frontière du Nord-Est n'est pas très sûre du côté des Cassini, chez Buache, évidemment, fonder la régionalisation de la France sur la base des bassins hydrographiques pose un petit problème du côté du Rhin. La légende de la carte est bienvenue justement pour masquer ce problème que pourrait représenter la définition ou la délimitation. Remarquez bien au passage comment en géographie maniaque du découpage, la définition et la délimitation sont deux opérations très souvent confondues, ce qui est une faute méthodologique absolument fondamentale. Et pourtant, tout le monde utilise ce moyen pour se justifier. Si nous pensons empire, parce qu'il a été question aussi d'empire dans les débats d'hier, la carte, en tout cas celle que je viens de vous présenter, la carte
cartographie moderne, n'est plus exactement de même forme. Elle est vraiment une projection sur le monde, d'un ordre du monde centré. Dans un empire, il y a un centre. À ce titre-là, d'ailleurs, le territoire de l'État est aussi un territoire de nature impériale. Il y a un centre et puis une périphérie, mais une périphérie qui s'arrête. La différence avec l'Empire, c'est que la périphérie, elle couvre le monde entier. Voilà un petit texte que vous pouvez lire, qui est sorti de la Revue française des sciences politiques, sous la plume de Robert Servoise. Le domaine impérial est de 1000 lits carrés. Les royaumes qui se trouvent à 500 lits autour du domaine sont désignés du terme de principauté féodale, je passe. Et puis, tout à fait au loin, les domaines situés au-delà des 9 chous sont désignés comme royaumes barbares. Mais Chine, vous savez comment ça s'écrit, j'imagine, en mandarin, c'est la terre sous le ciel. Le signe. Autrement dit, potentiellement, il existe un monde, et un seul, c'est un empire gradué, dont les limites sont successivement de plus en plus ténues, mais quand même reconnues, avec prévision, évidemment, d'une couverture totale. Ces jeux de cartes ont bien sûr été à la base de ces projections qui conduisent du territoire de l'État et de l'État qui s'affirme de plus en plus autour de son unité vers le vaste monde. Et un des gestes fondamentaux de la mise en ordre du monde à ce moment-là de naissance, même un peu avant, c'est bien sûr le traité de Tordesillas en 1494, qui résulte d'une négociation entre l'Espagne et le Portugal pour le partage du monde hors l'Europe. Or, ce traité de Tordesillas, et là je m'adresse aux juristes, il a été validé par le pape, Alexandre VI. Quel est le statut du pape dans cette opération de validation d'un acte international, finalement, d'un traité international, qui pose... oui, est-ce que le pape est ce grand juriste transcendant qui va... Oui. Non, mais... Marie-Claire, nous avons fait le pari de la métaphore. Oui. Hein? Donc le pape est-il, enfin ce pape-là, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, de partage du monde, dans une cosmographie qui est totalement au service, on ne dit pas encore géographie à ce moment-là, ou on ne redit plus géographie à ce moment-là, est-ce que le pape représente cette autorité supérieure qui pourrait régler et équilibrer différentes positions internationales? Donc quelqu'un qui dit ce qui est nécessaire, ce qui doit être. Pour finir avec ce jeu de cartes, vous voyez comment l'idée de frontière se constitue, de frontière et de territoire, se constitue en même temps que la cartographie progresse et permet de figurer. Ce jeu de cartes, et poursuivre toujours la métaphore à laquelle nous sommes attachés implicitement, sans collusion aucune au départ. C'est la première fois que je rencontre Marie-Claire, même si je savais que j'allais la rencontrer par Sandro. Je crois que nous sommes tous pris dans ce jeu de cartes que je vous présente sous la forme de sa structure. Nous posons tous d'abord les lieux, c'est là où nous sommes. Puis là où nous pouvons être, à un autre moment, puis encore ailleurs, mais les lieux sont toujours là. Je n'ai pas envie d'appeler ça lieu. Des sites, oui, mais pas des lieux, peu importe. Ces lieux sont reliés entre eux par nos cheminements, par des infrastructures, et puis, finalement, associés en une unité. Et cette unité, on va l'appeler territoire, éventuellement. En tout cas, c'est une étendue délimitée. Des lieux liés, et régulièrement liés, formant un ensemble. Les géographes maniaques parlent de changement d'échelle. Autrement dit, un lieu associé à d'autres lieux forme un lieu, qui associé à d'autres lieux forme toujours un lieu. Et Jacques, hier, a lancé d'ailleurs la formule « Le monde est un lieu ». Et oui. C'est le lieu de l'humanité. Un lieu commun. Alors, on va parler des communs tout à l'heure, si tu veux.
Mais pour poursuivre la métaphore, je voudrais aussi associer ces trois formes de la figure cartographique, le point, la ligne, puis la surface, qui achève la construction cartographique, en liant le point et la figure du point au souverain, à la souveraineté, la ligne à la frontière, le souverain plus la frontière, c'est le territoire. Ça produit le territoire, qui est l'étendue, qui est la surface. Bien, et nous croyons ça. Nous sommes là, dans l'ordre de la fiction, totalement intégrée, totalement admise. Pourtant, évidemment et malgré tous les murs, qui sont là pour réaliser le plus durement possible cette idée assez fumeuse qu'il est possible de tracer des limites à deux bords, un bord à l'intérieur, un bord à l'extérieur, sans porosité. Nous savons bien, alors nous croyons qu'il existe des limites, mais nous savons bien que ces limites sont poreuses. Voire plus que poreuses, même, voilà une photographie de 1989, de novembre 89, bien connue, elle est partout, cette photographie. Ouais, on peut passer à travers les murs, on peut passer par-dessus, on peut les abattre, en même temps qu'on peut les construire. Alors je pense qu'il y a du jeu dans les cartes. Dans ces cartes qui sont des fictions, qui sont des icônes brandies pour montrer la réalité, il y a du jeu. Deuxième partie. Et d'abord, une phrase qui devrait nous inspirer tout de même beaucoup, qui est extraite d'un livre datant de 1921 de Jean Brune et Camille Vallot, et son titre est totalement avant-gardiste. Ça s'appelle La géographie de l'histoire. Alors c'est pas la géographie du droit, mais c'est la géographie de l'histoire pour dire que l'histoire a une géographie, qui ne se passe pas n'importe quoi, n'importe où. Alors dans le langage contemporain, les géographes appellent cette branche de leur discipline la géohistoire. Et là, on peut lire, on doit lire cette phrase. Camille Vallot, Jean Brune est un spécialiste de l'irrigation, et Camille Vallot, un spécialiste de la mer. Étudier et définir les groupes fixés, ce n'est que formuler une abstraction, je dirais une fiction donc. Saisir et représenter les groupes en mouvement, pour autant que la chose soit possible, c'est représenter la vie elle-même. En divisant les régions terrestres en zones de fixation et en zones de mouvement, Ratzel, le géographe exécré des Français, a cédé une fois de plus à ces tendances de classification systématique et le plus souvent stérile qu'il paraît avoir empruntées aux sciences naturelles purement descriptives. Sur la Terre habitée, le mouvement est partout. Inscrire la mobilité humaine dans un cadre géographique particulier, c'est démentir à la fois la géographie, l'histoire et la plus simple observation courante. Alors je traduis cette phrase par ce sous-titre pour dire qu'il y a du jeu dans les cartes. J'affirme, mais c'est une hypothèse parce que je garde tout de même mon rang de scientifique, mais je voudrais affirmer que le mouvement est premier, qu'il n'y a pas de vie sans mouvement, que l'organisation de l'espace, dont on parle maintenant en géographie, est la résultante du mouvement. Il n'y a pas d'abord une structure spatiale. C'est le mouvement qui structure l'espace. Ça, c'est un débat très, très ancien, finalement, en géographie, qui remonte à l'Antiquité, lorsque les cartes antiques, qui ne ressemblent pas beaucoup aux nôtres, sont d'abord des cartes d'itinéraire, pour ne pas se perdre. Des cartes qui n'ont rien à faire de la surface, de l'étendue, de la forme réelle à la surface de la Terre, d'entités géographiques que personne ne voit, et que tout le monde parcourt. Et c'est pourquoi je voudrais vous entraîner dans ce jeu de cartes au Sahara-Sahel et à bien sûr les échos que la situation actuelle dans cette région du monde peut provoquer chez nous, en Europe de manière plus générale. Il y a du jeu dans les cartes, d'abord parce qu'il y a du mouvement, d'abord, passant à travers, y compris les frontières les plus dures, et ces mouvements migratoires que l'on décrit à l'intérieur du Sahara, il faut le savoir, ce ne sont pas des mouvements migratoires qui tentent le passage vers l'Europe. C'est très minoritaire, entre 10 et 20%, peut-être. Ce n'est pas vraiment grand-chose. Mais ce sont des circulations, des allers-retours. Des circulations entre le nord et le sud, entre l'ouest et l'est. Toutes les routes sont bonnes à prendre. Vous savez que les migrants subsahariens, comme on dit désormais, ne s'appellent pas migrants lorsqu'ils se désignent eux-mêmes. Ils s'appellent aventuriers. Et ça, il faudrait que nous l'intégrions, y compris dans le traitement de la question contemporaine. Alors, regardez bien cette carte qui est à droite.
Regardez comment se projette la frontière européenne vers le Sahara. Ce sont les lieux de rétention, les camps de rétention du dispositif Frontex au Sahara, avec des camps qui sont fermés, vraiment, la rétention, et puis des camps qui sont ouverts. Alors la légende, vous ne pouvez pas la lire, et heureusement, camp ouvert et camp fermé, ça fait toujours contresens. On a l'impression qu'il y a des camps qui sont actuels, donc qui sont ouverts, puis d'autres qui ont été fermés. Non, non, camp ouvert, ça veut dire que vous êtes là, bloqué dans le désert, et vous ne pouvez pas en partir. Le camp est ouvert, vous n'êtes pas enfermé, mais l'horizon n'est pas atteignable. Et je suis très abusé par cette carte, je laisserai le PowerPoint, par cette carte des interventions du dispositif Frontex en 2009. Regardez, les interventions et les contrôles Frontex portent bien sur la frontière. Mais la frontière, elle est faite de points. La ligne a disparu. Et même lorsque cet atelier de cartographie, qui est très sérieux, qui est l'atelier de cartographie de Sciences Po, parle des limites de Schengen, dessine les limites de Schengen et les opérations du dispositif Frontex, il y a bien une ligne, la fiction de la ligne frontière, mais doublée d'un pointillé, parce que bien sûr que la ligne n'est pas continue. Ce sont seulement des points qui sont contrôlés, et pas toujours les mêmes au même moment. L'espace est mobile, si vous voulez bien me permettre, et le pouvoir ou le droit vise à contrôler cette mobilité, vise à contrôler le mouvement. Le retour de la ligne au point, c'est en quelque sorte un aveu de faiblesse. Alors, les cartes que je vous présente là, depuis quelques moments, sont des cartes qui ont fait un peu débat. Elles m'ont été commandées par l'OCDE, qui voulait réunir les États parties prenantes au Sahara autour d'une table de négociation pour maîtriser cette circulation transsaharienne. Et j'ai proposé, dans la réponse à l'appel d'offres, j'ai proposé que la meilleure maîtrise du mouvement, de la mobilité à travers le Sahara, ce n'était pas l'arrêt de la circulation, ce n'était pas la frontière, mais au contraire, l'encouragement à la circulation des hommes comme des biens. Plus la circulation sera intense, et plus la sécurité sera assurée. Avec pour preuve cette carte assez improbable que vous voyez en haut à gauche, qui montre comment, dans le vide, les frontières n'ont pas de sens, mais comment, dans le vide de peuplement, ce qui passe porte entièrement le devenir de la région. Et ce qui passe, c'est par des routes. Alors, je ne vous décris pas l'artifice par lequel cette carte a pu être produite. En un mot, moins il y a de monde pour fabriquer cette carte, premier temps, la population est ramenée aux routes plutôt qu'aux surfaces. Ça n'a pas de sens, évidemment. Là. Dire qu'il y a 0,2 habitants au kilomètre carré au Sahara, il passe tellement de choses, c'est tellement plus important. Donc la population est ramenée aux routes. Puis ensuite, c'est l'inverse de la population. Autrement dit, moins il y a de population le long des routes, plus c'est important qu'il y en ait. Et c'est ce qui met en évidence ces passages, ces couloirs. La carte a été établie sur des données des comptages de 2012, juste au moment, enfin un petit peu avant l'irruption, c'était pas l'irruption, elle a commencé en 1992 en fait, des islamistes au Sahara. Et cette carte montre par où ça passe. Et c'est passé par là. Par où ça peut passer. La carte est toujours disponible, la route est aussi toujours disponible, ça peut passer partout. Et c'est une seule route, mais la route est mobile. C'est une option ou une autre option. Alors, je vais aller très vite pour conclure et pour ouvrir sur la réflexion méthodologique proposée, qui pourrait aussi intéresser le droit, plutôt que de penser territoire et frontières. Historiquement, et dans ce même Sahara, il a existé un dispositif à la fois politique et géographique de contrôle du mouvement fondé sur le privilège donné au mouvement. Malheureusement, nous avons perdu cette conception de l'organisation de l'espace qui place le mouvement en premier. J'appelle ces dispositifs des empires de la route,
Nous leur donnons des noms, nous les connaissons. C'est l'empire de Ghana, c'est l'empire de Mali, c'est l'empire Sonrai, c'est l'empire du Kanem-Bornou. Bon, des empires, et puis l'empire arabe, les Almoravides, etc., au nord. Les empires de la route, autrement dit, des empires qui sont fondés sur la route et non pas sur le territoire. Alors il existe un concept dans l'arabe classique qui a été oublié, qui s'appelle Mamlaka, la Mamlaka, qui désigne, enfin, c'est ainsi que je traduis ce concept, l'empire de la route, lorsqu'il n'est pas le trab à l'islam contre le trab al-harb, lorsqu'il n'est pas le pays de l'islam contre le pays de la guerre. Et tout un vocabulaire est disponible pour désigner cette manière. Alors, une meilleure traduction possible, elle est plus littérale d'ailleurs, je crois, on peut demander à nos collègues, de Mamlaka, c'est empire de la richesse. Oui, mais la richesse, là où il n'y a rien, c'est la circulation, c'est le commerce qui passe à travers ces déserts. Et la Mamlaka, lorsqu'un géographe bien connu du monde arabe du IXe siècle, Massoudi, en dresse une sorte de carte, cette Mamlaka, elle va des empires subsahariens jusqu'à la Chine, en passant par le nœud arabe qui est Bagdad à ce moment-là, déjà. Alors, du jeu dans les cartes, je vous propose cette manière, peut-être pas de cartographier, mais d'envisager l'espace de la mobilité, l'espace mobile. Et peut-être, on peut là, et même alors de manière très banale, je suis désolé de dire une banalité aussi sommaire, si le mouvement est premier, comment faisons-nous lieu, ou bien comment fabriquons-nous de l'identité? Puisque nous sommes en mouvement sans cesse, et que la Terre est ronde d'ailleurs, on l'avait oublié ça. Enfin si, on sait que la Terre est ronde, mais on fait semblant de croire que le monde est plat. Maintenant qu'on sait que le monde est rond, enfin sphérique, pardon. Nous passons notre temps à nous croiser, et c'est ça qui importe. Les mouvements, je vais faire des gestes, pardon, mais les mouvements passent leur temps à se croiser, du fait qu'ils sont convergents, mais si on continue le mouvement, la convergence après croisement se traduit en divergence, et ainsi de suite. Et ainsi se produit et se reproduit le monde sans cesse, dépassant complètement toute idée de fixité ou de possibilité d'identifier de manière fixe et définitive ce qu'on pourrait appeler lieu, ou bien territoire, comme tout à l'heure, lorsque la surface du lieu est suffisamment étendue pour qu'on en parle ainsi. Et c'est à ce moment-là que la frontière ou la limite devient l'horizon. La mobilité, le mouvement ne cesse pas. Alors, si, j'arrête là-dessus, nous revenons à des propositions, ou à une proposition, ma référence est un peu sommaire, sans doute pour les juristes, mais si je reviens à cette proposition de Kant vers la paix perpétuelle, évidemment, Kant, il est un peu coincé, finalement. Il fait référence aux États, il ne voit pas qu'il puisse y avoir autre chose que de l'État pour organiser les sociétés, mais il prévoit quand même que la circulation existe. L'hospitalité signifie le droit pour l'étranger, à son arrivée sur le territoire d'un autre, de ne pas être traité par lui en ennemi. Mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est que l'étranger ne peut prétendre à un droit de résidence, mais à un droit de visite, seulement passage. Ce droit dû à tous les hommes est celui de se proposer à la société en vertu du droit, à la commune comme possession de la terre, sur laquelle, puisqu'elle est sphérique, ils ne peuvent se disperser à l'infini, mais doivent finalement se supporter les uns à côté des autres, et dont personne à l'origine n'a plus qu'un autre le droit d'occuper tel endroit. Alors, je ne sais pas si la traduction de Garnier-Flammarion est bonne, mais la suite, c'est le droit des gens doit provenir de quelque contrat qui peut tout au plus être un contrat d'une association libre et permanente. Autrement dit, mouvante aussi. Donc, quelle loi à l'horizon? Si la limite c'est l'horizon, quelle loi pouvons-nous inventer? Ça fait signe vers le droit mondial dont vous parliez tout à l'heure, mais cela suppose, et là Kant est dans l'aporie de sa propre démonstration proposition vers la paix perpétuelle, il ne sort pas du contrat social. Or, probablement, si lorsque nous disons, je vous propose de mettre un point d'interrogation à frontière, vous avez dit frontière, je vous réponds fiction. Quel droit à l'horizon? Est-ce que c'est le droit cosmopolitique? Est-ce que cette formule a encore un sens aujourd'hui, du droit cosmopolitique? Mais peut-être une autre traduction
y arriverait, mais de manière plus importante, pour ne pas vivre dans la fiction et pour prendre au sérieux la mobilité, quelle autre fiction pouvons-nous inventer en remplacement de la fiction du contrat social, qui est tout de même à la base de tout ce que nous nous sommes dit. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très riche et très inventif. Je pense qu'on peut, si vous en avez encore le temps, si Air France vous permet de rester avec nous, voilà, c'est bien. Air France, on n'arrête pas le progrès. Je pense qu'on va ouvrir tout de suite le débat. On a un petit retard qu'on va essayer de rattraper. On peut consacrer 10 minutes aux questions. Peut-être qu'on va les regrouper pour gagner quelques secondes, grignoter, et les deux intervenants vont répondre de manière groupée. C'est une méthode qui permet de gagner. Jacques Lévy. Ah ouais. C'est une définition qui n'est pas seulement la description de l'existant, mais qui comprend à la fois de l'existant et du potentiel. Hein. Donc c'est pour ça peut-être que c'est difficile dans une logique de réflexivité sur le droit de découper les objets de cette façon, puisqu'il y a un mélange de quelque chose qui existe et quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est aussi la puissance de la recherche de détecter des signaux plus ou moins faibles qui donnent à voir quelque chose qui n'est pas encore complet, qui est lacunaire, mais qui est défini, parce que j'ai beaucoup aimé votre exposé dans le fait que vous visiez à chaque fois une économie de la pensée, c'est-à-dire qu'on invente de nouvelles catégories seulement pour autant que les anciennes ne fonctionnent pas. Or, il me semble, c'était d'ailleurs notre travail déjà ancien dans le livre Le Monde, Espace et Système, au début des années 90, c'était de dire la matrice anthropologique, la matrice géopolitique, la matrice économique, disons, sont toutes les trois utiles, mais il y a un certain nombre de faits qu'elles ne permettent pas d'attraper. Donc, même si la quatrième, donc l'idée d'une société mondiale, n'est pas complète, n'est pas complètement réalisée, on en a besoin pour penser des faits qui ne sont pas pensables par les trois autres matrices classiquement disponibles. Hein, donc je pense qu'on est exactement dans la même logique, simplement vous êtes dans la prudence et nous dans la témérité. Juste une question, pourquoi vous utilisez global? Parce que global, en anglais, ça veut dire mondial. Il n'y a pas d'adjectif formé sur world. Worldy, ça n'existe pas. Donc on utilise souvent le mot world dans une position adjective, mais le mot le plus simple pour dire mondial en anglais, c'est global. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de dupliquer... je trouve que ça crée plus de confusion que de richesse de ne pas utiliser le mot mondial en français pour désigner les faits que vous abordiez. C'est ma question. D'accord. Il y avait un commentaire peut-être. D'accord, on va... C'est une question ou une remarque en vous entendant fasciné par cet empire de la circulation. Une remarque de constitutionnaliste. L'État, Machiavel, lo Stato, ce qui est là. Oui, bien sûr, oui. Non. Du coup, je vous vois un peu comme un homme du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, circulant un peu partout. Alors, bon, peut-être de ce point de vue-là, mais surtout nomade. Enfin, tout mon travail depuis donc, presque 4 décennies consiste à importer en géographie, dans le corpus géographique, des concepts et éventuellement une théorie, en tout cas une méthode, provenant de l'expérience nomade, pour décrire le monde contemporain. C'était l'objet du monde espace et enfin une certaine partie du monde espace et système, de faire entrer ces concepts du nomadisme dans la représentation, la figuration, la conceptualisation du monde, plutôt que de toujours essayer, sans fin, de bricoler avec cet existant qui est fondé sur le territoire, sur le fixe, sur l'État, qui est stable, effectivement, mais tellement stable que la guerre a lieu sans cesse. Oui, ben ça c'est sûr que c'est très riche. On prend encore une autre question pour... D'autres questions, non? Les remarques? Je donne la parole à Marc. Ouais. Les questions que vous évoquez, excusez-moi, comment dire, on parle de la circulation des savoirs, de l'économie, etc. Je pensais à toute la question du côtoiement et de la coexistence des religions, notamment dans l'espace autour de l'espace méditerranéen. Je crois que
parliez du nomadisme, mais il y a eu au XIXe siècle, avec je dirais, la mise en place des États, une sorte de blocage finalement de cette circulation, chacun chez soi, avec sa propre religion, alors qu'on a vécu pendant très longtemps, je dirais, avec des... Mais oui, là vous renforcez pas votre remarque, qui n'est pas une question, vous renforcez vraiment ce que je vous proposais pour commencer. Ce que nous croyons l'emporte toujours sur ce que nous savons. Nous savons bien que la circulation est toujours première. Nous savons bien que le pouvoir tient dans la limitation de la circulation. Comment prendre en compte le fait que la mobilité soit là, présente et depuis toujours? Le monde ne serait pas monde, la Terre n'aurait pas été humanisée sans circulation, sans mouvement. Est-ce que les doctorants ou les étudiants veulent poser des questions? Ils ont le droit, même l'obligation presque. Vous serez noté à la fin. On est juriste, on n'est pas juriste pour rien. Mais oui, je vous invite, si vous en avez, puisqu'on discute entre professeurs, c'est un peu ennuyeux. Oui, bonjour, Voilà, merci très... beaucoup pour ces interventions. J'aimerais faire le lien avec la table ronde sur les printemps arabes d'hier soir. Donc j'aimerais savoir, puisque vous avez dit que le territoire représentait une identité particulière, était attaché à une certaine population, j'aimerais savoir si pour le cas de la Tunisie, si le parti Ennahda n'avait pas été présent lors de l'élaboration de la Constitution, s'il y aurait eu une frange de la population qui n'aurait pas été représentée du niveau identitaire dans la Constitution tunisienne. Merci. Merci. Oui. Voici encore une autre question. À la montagne, non? Pour utiliser un peu une métaphore politico-géographique. Pas la montagne. La montagne devrait être là. La montagne est là, mais aussi à gauche, on pourrait dire. Non? Pas de questions? Donc on clôture et donc on donne la parole. Peut-être Marie-Claire et puis je vous redonne la parole. Alors pour répondre à la question qui a été posée par Jacques Lévy, pourquoi parler de droit global et non pas de droit mondial? Parce que dans les études juridiques, la terminologie qui s'impose aujourd'hui, et elle est imposée par les écrits anglo-américains, c'est la terminologie globale. On va parler donc Administrative Global Law ou Constitutional Global Law, et donc c'est la réalité aussi scientifique, c'est que ce débat est mené par les Anglo-Américains. En France, cette question est abordée, mais elle est abordée de manière encore tout à fait marginale. Il y a un auteur qui a été cité hier, c'est Mireille Delmas-Marty, mais à part elle, on peut peut-être encore citer d'autres collègues, mais c'est vrai qu'il y a, de ce point de vue, aujourd'hui, une école, et en particulier qui se développe à Bruxelles, qui a repris cette terminologie anglo-américaine, et aujourd'hui, elle s'impose aussi donc en langue française. Et elle est, à mon sens aussi, et c'est pour ça que j'ai terminé sur ce point, elle a aussi des conséquences d'un point de vue conceptuel. Comme je le disais, je pense que le terme global a un effet homogénéisant. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir là-dessus, et parce que c'est ça qui se joue, en tout cas au plan juridique. Est-ce que nous avons véritablement, en réalité, parce que vous l'avez dit, et je crois que je l'ai également dit, ce sont avant tout des discours que nous faisons ici, sur quelque chose où il y a des signes, c'est vrai, mais il n'y a que des signes, et nous essayons d'interpréter ces signes. Et donc, le choix des mots, effectivement, est tout à fait important, et je pense en ce sens qu'effectivement, le terme global et homogénéisant, et je crois qu'il ne rend pas compte, c'est ce que j'ai essayé de développer, de spécificités et qui vont se traduire précisément, en tout cas dans le cadre européen, là on peut l'identifier, parce qu'il y a un discours juridique qui est celui des juges, et là on voit bien qu'effectivement il y a un besoin d'être repérable, et donc cette idée de frontière identitaire que j'ai essayé de développer. Je vous remercie. Denis. Oui, frontière identitaire, je reprends le terme de Marie-Claire. Alors, c'est tout de même rudement difficile à poser. Et ça renvoie à la question
Ça renvoie tout de même oui. à la question de mademoiselle. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de réponses et j'ai pas envie de faire une pirouette non plus. Mais vous parlez population. Hier soir, non, hier après-midi, le débat commençait à s'installer entre Stéphane et Florence, à savoir s'il fallait parler de population encore ou pas. Population, c'est vraiment un terme statistique. C'est bon, voilà, une série, on dira. Et puis dans cette série, il faut fabriquer peut-être des coupures pour identifier des unités plus ou moins homogènes. Et puis de ces identités plus ou moins homogènes, on dira que ça constitue un groupe, disons une société, pour ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais où faire passer la limite, où faire passer ces limites-là? Alors bien sûr, dans une série statistique, les statisticiens savent, peuvent nous produire les preuves d'un bon découpage, parce qu'il atteindra la régularité, parce qu'il expliquera au sens des mathématiques, c'est-à-dire que la plus grande part d'une réalité sera expliquée par une règle de découpage, puis ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qui passe à travers, ce qu'on appelle les résidus. Là, ça fait sourire Sophie. Bon, mais... Si. Ils ont eux aussi beaucoup de mal, mais enfin ils font semblant de croire à ce qu'ils font, malgré tout, et nous essayons de croire à ce que nous faisons lorsque nous discrétisons, comme on dit, pour fabriquer des entités. Alors, comment, en termes politiques, cela peut-il se traduire? Est-ce qu'il est possible, par le haut, de dire nous allons appliquer une règle de découpage qui inclut ou qui exclut? Et je ne pense pas que cette définition-là, ce type de définition du groupe qu'on dira légitime, par exemple, puisse tenir politiquement. Et c'est bien le rapport ambigu entre une expertise scientifique, qu'elle soit celle du géographe, celle du juriste, et l'exercice de la fonction politique. Je ne crois pas que nous soyons fondés à dire, même si nous pouvons éventuellement être convoqués à l'expertise, je ne crois pas que nous soyons fondés à dire voilà la bonne limite, voilà le bon découpage, voilà ce qui doit être. C'est souvent fait. Mais personnellement, je préfère m'envoler dans des choses comme je vous les ai proposées. C'est tellement plus commode qu'ensuite de retomber sur Terre, sauf que, attendez, j'ai pas fini, c'est quand même plus commode de rester en l'air, en suspens, à brasser des mots, à tenir des discours peut-être, mais quand même, lorsque je vous propose l'espace mobile, lorsque je vous demande de prendre au sérieux le fait que la mobilité et le mouvement soient premiers, c'est quand même par principe de réalité. Justement, c'est vraiment un échappement à la fiction. Alors, je me suis amusé à jouer sur les mots, au jeu de cartes et du jeu dans les cartes. Existe-t-il un code de la route? Peut-il exister un code de la route? C'est vraiment... Bon, non, c'est pas seulement pour plaisanter, c'est pas seulement par facilité. Je pense qu'il faut vraiment, nous, alors c'est notre expertise, à nous saisir de ce type de problème. Quant à décider où passe le vrai, où passe le légitime, où passe ce qui doit être... ça se disputera, ça se négociera finalement. Bon, merci beaucoup. On va donc faire 15 minutes de pause pour récupérer le temps perdu. Et puis, les questions peuvent continuer à se poser autour d'un café.